Bonjour, chers élèves, une deuxième fois. Alors, toujours dans le cadre de l'enseignement des sciences de la vie de la Terre à distance, et toujours en relation avec la première unité, deuxième chapitre, le rôle du muscle dans la conversion de l'énergie. Alors, on est dans la quatrième séance. Et pour commencer, on va faire un petit rappel de la troisième séance. Alors, on a vu en troisième séance le sarcomère et l'unité structurale et fonctionnelle du muscle squelettique strié. Alors, on a vu que ce sarcomère, c'est celui qui forme en général le muscle et c'est lui qui est responsable de la fonction du muscle qui est la contraction. Aussi, on a vu aussi que le sarcomère est composé essentiellement de deux types de myofilaments qui sont l'actine et la myosine. On a vu que l'actine sont les myofilaments fins et la myosine sont les myofilaments épais. Aussi, on a vu que le myofilament fin d'actine est composé de l'assemblage de trois types de molécules. L'actine, la troponine et la tropomyosine. D'accord? Ensuite, on a vu que le myofilament épais de myosine est composé de l'assemblage de deux types, d'un seul type de molécules, c'est la myosine. Et on a terminé la séance par quoi? Par les manifestations qui s'enregistrent sur le sarcomère lors de sa contraction. On a vu qu'il y a des modifications concernant la taille du disque I, qu'il y a un raccourcissement du disque I, un raccourcissement, et on a dit presque disparition de la bande H, et enfin un rapprochement des deux stries. Cela amène à quoi? Cela amène à la contraction de quoi? La contraction du sarcomère. Et je vous ai demandé d'essayer de faire un schéma explicatif des deux états du sarcomère lors de sa contraction et lors de son état de repos au relâchement. Alors, aujourd'hui, notre séance 4, qui est la dernière séance de cette unité-là, on va voir quel est le mécanisme de la contraction musculaire et on va terminer cette séance par un bilan du chapitre et un bilan de l'unité. D'accord? Alors, commençons par les manifestations qui s'enregistrent sur le sarcomère. On a vu que les modifications observées sur le sarcomère contracté, qu'on vient de rappeler, ne peuvent s'expliquer que par un mouvement des myofilaments les uns par rapport aux autres. C'est ce que a proposé le biologiste Huxley dans son modèle. Alors, ce biologiste, il a proposé que la contraction du sarcomère ne peut se manifester que par un glissement des myofilaments fins par rapport aux myofilaments épais. Alors, on va justifier ça et on voit comment se fait cette contraction au niveau moléculaire. Alors, faisons un petit rappel concernant la jonction neuromusculaire, d'accord? La jonction neuromusculaire, c'est-à-dire l'endroit où il y a un contact entre le nerf et le muscle. Et on a vu que la fibre nerveuse, ou le motoneurone, d'accord? Et se termine par quoi? Se termine par des terminaisons nerveuses qu'on appelle aussi terminaisons axonales. Cette terminaison est mise en contact avec les fibres musculaires qui apparaissent ici en rouge. Alors, l'endroit où il y a le contact ou la jonction neuromusculaire s'appelle aussi plaque motrice. Alors, on a vu que la contraction commence par quoi? Commence par une stimulation efficace au niveau du nerf. Alors, qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'on applique une stimulation efficace au niveau de la fibre musculaire? Alors, on a enregistré trois manifestations au niveau d'une fibre musculaire excitée par une stimulation efficace. Alors, la première manifestation ici, par une courbe noire qui représente le potentiel d'action enregistré sur la fibre musculaire. Et en bleu, c'est la libération du calcium cytoplasmique ou bien sarcoplasmique. Et en rouge, c'est quoi? C'est la contraction de quoi? La contraction du sarcomère. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a une succession chronologique des trois manifestations. Alors, une stimulation efficace du nerf conduit à quoi? Conduit en ordre à quoi?
un enregistrement d'un potentiel d'action au niveau de la fibre musculaire. Voilà. Suivi de quoi? Suivi de libération des ions calcium par le réticulum sacroplasmique au niveau du sacroplasme. D'accord? Et enfin, la contraction du sarcomère. Dans ce cas, on voit que la contraction est précédée de la sécrétion de quoi? Du calcium. Donc, on peut supposer que le calcium est à l'origine de quoi? Est à l'origine de la contraction. Même chose pour le calcium. Sa libération est en relation avec l'enregistrement du potentiel d'action. Alors, on va voir la première expérience. C'est une expérience réalisée sur une myofibrie isolée. Alors, on a fait varier les conditions expérimentales en T1 et T2 et T3. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait plutôt? On a ajouté en premier lieu l'ATP seul. Alors, dans ce cas, vous voyez ici qu'il n'y a que la tension de la myofibrie reste nulle. Donc, l'ATP seul n'a pas d'effet sur la tension de la myofibrie. D'accord? Alors, ensuite, en temps T2, on a ajouté l'ATP, mais en plus, les ions calcium. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a une augmentation immédiate de la tension de la myofibrie. Donc, il y a une contraction. Dans ce cas, on peut dire que l'ATP en présence des ions calcium conduit à la contraction de quoi? À la contraction de la myofibrie. Et en temps T3, on a ajouté un chélateur c'est un inhibiteur qui bloque l'action de quoi? L'action des ions calcium. Et qu'est-ce qu'on a enregistré? Une chute de quoi? De la tension de la myofibrie. Donc, il a bloqué aussi la contraction musculaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Que l'inhibition de l'action des ions calcium bloque la contraction de sarcomère. Alors, comme conclusion générale, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Alors, la présence des ions calcium et leur action, donc ici, on a bloqué l'action, donc son action est importante, sont des conditions nécessaires à la contraction du sarcomère. Et cette action qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant. On va voir après quelle est cette action des ions calcium dans la contraction du sarcomère. Maintenant, une deuxième expérience qui va mettre en évidence le rôle de quoi? Le rôle de l'ATP. Parce qu'on a dit avant que l'ATP est une molécule qui est à l'origine de l'énergie directe de la contraction musculaire. Alors, en temps T1, on a ajouté le calcium, qu'on a dit que c'est un élément responsable de quoi? De la contraction. Et on a vu qu'on enregistre quoi? On n'enregistre rien, qu'il n'y a pas une tension. Dans ce cas, le calcium seul est insuffisant pour la contraction du sarcomère. En temps T2, on a ajouté en plus du calcium à l'ATP. Cela montre que, et on a enregistré une augmentation immédiate, une deuxième fois, de quoi? Comme on a vu dans la première expérience. Une augmentation de la tension du quoi? De la myofibrie. Dans ce cas, même conclusion, les ions A+, T+, et en présence de l'ATP sont indispensables à la contraction du sarcomère. Et si en temps T3, on ajoutait un inhibiteur de quoi? De l'hydrolyse de l'ATP. Qu'est-ce qu'on a enregistré? Une chute de quoi? De la tension de la myofibrie. Dans ce cas, cela montre quoi? Cela montre que l'hydrolyse de l'ATP est nécessaire à la contraction du sarcomère. C'est compris? Donc, comme conclusion, la présence de l'ATP est sans hydrolyse. Donc, l'ATP, même s'il est présent, s'il n'y a pas une hydrolyse, donc ça ne sert à rien. Est nécessaire à quoi? À la contraction du sarcomère. Donc, on peut écrire comme conclusion générale concernant les conditions nécessaires à la contraction du sarcomère. Les conditions nécessaires à la contraction du sarcomère sont à la fois. Donc, à la fois, c'est-à-dire il doit être présent les deux à la fois. Quelles sont ces deux conditions nécessaires qui doivent être présentes à la fois? C'est la présence des molécules ATP et leur hydrolyse. Présence des ions calcium et leur action. D'accord? Donc, ces deux conditions, s'ils ne sont pas présentes, s'il manque une, la contraction ne se fait pas. Alors, comment interviennent les ions calcium? C'est-à-dire,
on va savoir quelle est l'action des ions calcium dans la contraction de quoi? Dans la contraction des sarcomères et les molécules d'ATP. Donc, on va voir comment intervient l'hydrolyse de l'ATP dans la contraction du sarcomère. Alors, on va voir ces trois expériences qui vont montrer le rôle du calcium. Alors, première expérience, deuxième expérience et troisième expérience. On a trois expériences dont les conditions sont différentes. Commençons par la première expérience. On a mis en présence l'actine avec la myosine, soit le calcium présent ou absent, on obtient les mêmes résultats. Formation des ponts actomyosine, donc c'est-à-dire le calcium et plutôt l'actine et la myosine se relient pour former un complexe qui s'appelle le pont ou bien le complexe actomyosine et une contraction des myofibrilles, de myofilaments plutôt. Alors, donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? Les molécules d'actine et de myosine ont la capacité de se lier. Donc, il y a une capacité des molécules d'actine et de myosine de se lier et pour former un complexe au pont qui s'appelle le pont ou bien le complexe actomyosine. Alors, deuxième expérience, on a mis l'actine et la myosine et la tropomyosine. Donc, on a mis tous les constituants du sarcomère en présence de l'ATP. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Formation des ponts actomyosine et contraction des myofilaments. Donc, s'il y a formation du complexe actomyosine, il y a contraction des myofilaments. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Que la formation des ponts actomyosine est nécessaire à la contraction. Donc, s'il n'y a pas formation de ce pont, il n'y aura pas contraction du sarcomère. Troisième expérience, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait, si vous voyez la différence entre la deuxième et la troisième, les mêmes conditions à l'exception de quoi? Des ions calcium. On a ajouté ici des ions de calcium dont on veut savoir son action. Alors, en présence des ions calcium, formation des ponts actomyosine. Donc ici, il n'y a pas formation des ponts actomyosine. Par contre, ici, lorsqu'il y a présence des ions calcium, il y a formation des ponts actomyosine. Et dans ce cas, il y a contraction. Donc la différence entre les deux expériences, c'est la présence des ions calcium, ici absence. Et cette différence, il a conduit à un changement des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en comparant les deux expériences? Que les ions calcium, leur rôle, c'est quoi? C'est la formation des ponts actomyosine et par suite, c'est la contraction des myofilaments. Les ions calcium sont responsables de la formation des ponts actomyosine, d'accord? Et par suite, c'est l'origine de quoi? L'origine de la contraction. Alors, conclusion générale des trois expériences. Les ions calcium permettent la liaison entre les molécules d'actine et de myosine. Donc ça, c'est l'action des ions calcium. C'est permettre la liaison entre ces deux types de molécules. Et par suite, formation de quoi? Formation du complexe ou pont actomyosine. Ce qui permet d'activer une fonction ATPasique, c'est-à-dire qui permet d'hydrolyser l'ATP de ce complexe dans l'hydrolyse de l'ATP. D'accord? Maintenant, on va passer au mécanisme, ou plutôt aux étapes de quoi? De la contraction du sarcomère. Alors, rappelons qu'on a déjà vu que la structure moléculaire des filaments d'actine est composée, comme vous voyez ici, trois couleurs, trois schémas, trois modèles, c'est-à-dire les trois molécules en orange, la tropomyosine. Cet élément, c'est quoi? C'est la troponine. Et en vert, c'est quoi? C'est les molécules d'actine. Alors, qu'est-ce qui arrive en première étape? Alors, après excitation, on a libération des ions calcium. Ces ions calcium, ils ont un site de fixation au niveau de la troponine, ce qui permet d'influencer la position de ces deuxième type de molécules qui sont la tropomyosine, et la configuration moléculaire change, ce qui permet de libérer certains sites qui sont signalés ici en vert foncé, qui sont les sites de fixation, comme on a vu dans la troisième séance, qu'il y a des sites où se fixent les têtes de quoi? Les têtes de myosine. Donc, il y a libération de ces sites. Donc, dans ce cas, les têtes
de myosine sont face à face avec quoi? Avec ces sites de fixation. Donc, fixation des ions calcium sur leur site de fixation, sur la troponine, libération des sites de fixation des stètes de myosine sur l'actine. Donc, les sites sont libérés. Alors, ça vient la deuxième étape. Alors, qu'est-ce qui arrive en deuxième étape? La deuxième étape, vous voyez ici que les têtes de myosine, alors par rapport à l'étape précédente, ici, ils ne sont pas fixés parce que les sites sont cachés. Une fois le calcium fixé, ces sites sont libérés et par suite, les têtes de myosine peuvent se fixer sur les molécules d'actine et dans ce cas, on a formation de ce qu'on appelle un complexe actomyosine. D'accord? Donc, la formation du complexe actomyosine, vous voyez ici que les têtes de myosine, comme on a vu avant, il y a un deuxième site où il est fixé la molécule d'ATP. Alors, dans ce cas, la fonction ATPasique du complexe permet de libérer les deux molécules d'ADP et PI. Et dans ce cas, l'énergie de l'ATP va être convertie en quoi? En mouvement de quoi? En mouvement des têtes de myosine qui se manifeste par quoi? Par un pivotement de ces têtes vers quoi? Vers le centre du sarcomère, parce que ici c'est le centre du sarcomère. Et puisque les têtes sont fixées sur les molécules d'actine, en pivotant vers le centre, ça conduit à quoi? Ça conduit à un mouvement total des filaments d'actine vers ce sens-là, c'est-à-dire vers le centre du sarcomère qui est la zone H. D'accord? Alors, libération de l'ADP-PI et pivotement des têtes de myosine vers le centre du sarcomère. Alors ici, il y a la conversion d'énergie dont on parle, qui est le rôle du muscle squelettique dans la conversion d'énergie. On a ici une conversion d'énergie contenue dans la molécule ATP en énergie mécanique qui est le mouvement de quoi? Le mouvement des têtes de myosine. Alors, glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine. Alors, vous voyez ici le modèle proposé par Huxley. Ça s'explique par ce mécanisme de pivotement des têtes de myosine qui permet un glissement de ces filaments par rapport aux filaments de myosine. Alors, dernière étape, plutôt, avant de passer à la dernière étape, alors cela, ça conduit à quoi? Alors, une fois il y a glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine, donc il y a les trois changements qu'on a enregistrés sur le sarcomère après sa contraction, c'est-à-dire la bande I va se rétrécir, aussi la bande H et les deux stries Z vont se rapprocher. Et dans ce cas, quel est le résultat? C'est la contraction du sarcomère. Alors, dernière étape, pour revenir à l'état initial, pour que le muscle ou le sarcomère soit prêt pour une nouvelle contraction, il doit revenir à son état initial. Et pour revenir à son état initial, il doit faire revenir sa molécule ATP qu'il a perdue, c'est-à-dire l'ATP, fixation de l'ATP sur les têtes de myosine. Vous voyez ici? Alors, cette fixation, ça permet quoi? Ça permet la rupture du complexe actomyosine. Donc, dans ce cas, le complexe, il n'est plus. Et dans ce cas, la tête de myosine revient à son état initial après dissociation de l'ATP en ADP plus PI. Donc, fixation d'une nouvelle molécule ATP sur les têtes de myosine, dissociation du complexe actomyosine et repompage des ions calcium, parce que les ions calcium doivent revenir à leur origine, c'est-à-dire le sarcoplasme, et ce repompage, c'est un phénomène actif, donc il y a une consommation d'ATP, et voilà un autre domaine d'utilisation des molécules ATP dans la fibre musculaire. Le résultat, c'est quoi? C'est le relâchement du sarcomère. Alors, on a ici un schéma général du cycle de la contraction musculaire. Alors, vous voyez ici que sans calcium, c'est-à-dire sans excitation, on est au repos. S'il y a le calcium, le cycle va se faire et contraction, ensuite relâchement. Alors ici, lorsqu'il y a contraction, vous voyez ici, pour que le sarcomère revienne à son état initial, on a besoin d'ATP. En absence d'ATP, dans le cas par exemple de la mort, alors le sarcomère reste dans cet état-là. C'est ce qui permet de voir la rigidité cadavrique qu'on voit chez les morts. En absence d'ATP, les têtes de myosine restent solidement attachées à l'actine. Alors, on a ici des schémas généraux de ces deux étapes de contraction et le relâchement.
La contraction commence par la stimulation, libération, plutôt la stimulation du nerf qui passe vers la fibre musculaire. Les tubules en T permettent de transmettre cet influx nerveux ou le potentiel d'action enregistré ici vers le sarcomère. Libération, plutôt le réticulum sarcoplasmique, libération des cations dans le sarcoplasme, et ensuite fixation, et le cycle commence pour arriver à quoi? Pour arriver enfin à la contraction du muscle. Alors, une fois il y a repompage et libération des têtes de myosine, on a le relâchement. Donc, les ions calcium reviennent au calcium par une réabsorption ou bien repompage actif, donc consommation d'ATP, libération, dissociation du complexe, et la fibre musculaire peut se relâcher, et par suite, le muscle qui contient ces fibres est relâché. Alors maintenant, on va parler d'un autre sujet, c'est-à-dire l'ATP. Puisque l'ATP est nécessaire à la contraction, d'où vient ces molécules? Alors, ils sont consommés, on doit les régénérer. La régénération de ces molécules se fait, comme on voit ici sur ce graphe-là. Alors, vous voyez qu'il y a trois couleurs qui représentent trois mécanismes métaboliques qui permettent la régénération de l'ATP. Alors, on a ici, vous voyez, le premier pic est enregistré en violet. Le violet représente quoi? Les voies anaérobiques, ou bien les voies anaérobies de phosphocréatine. Donc, la première voie qui permet la régénération rapidement, donc c'est une voie rapide, c'est une voie qui utilise la phosphocréatine. Vient après le deuxième pic enregistré ici, c'est en bleu, c'est quoi? C'est le métabolisme anaérobie lactique, c'est-à-dire la fermentation lactique. Donc, c'est une voie ni rapide, ni lente, plutôt. Et enfin, le dernier pic est enregistré par cette courbe en vert qui représente le métabolisme aérobie, c'est-à-dire la respiration. Dans ce cas, les voies de régénération de l'ATP se fait par trois voies. La première voie, c'est la voie anaérobique, ou bien anaérobie, ici anaérobie, lactique, alactique plutôt, c'est-à-dire qui ne produit pas l'acide lactique. Alors, on a deux voies. La première voie, ça utilise la phosphocréatine pour produire l'ATP avec libération de chaleur. C'est la chaleur initiale dont on a parlé en deuxième séance. Et la deuxième voie, c'est utilise l'ADP et l'ADP. Donc, on a une phosphorylation d'une ADP à partir d'une autre molécule d'ADP pour avoir régénération de quoi? Régénération de l'ATP. Donc, la première et la deuxième, les deux représentent des voies anaérobies lactiques rapides, parce que ça permet de régénérer l'ATP dans un temps rapide. Alors, deuxième voie, c'est la voie anaérobie lactique. Donc, il y a production de l'acide lactique, c'est la fermentation lactique. C'est la réaction que vous avez écrite dans le premier chapitre. Alors, ça permet de régénérer deux molécules d'ATP avec libération d'une petite chaleur. Donc, c'est une voie moyennement rapide. Et la dernière voie, c'est la voie aérobie, c'est la respiration qui permet de produire une grande quantité d'énergie, 38 molécules d'ATP avec libération de chaleur. C'est la chaleur qu'on a citée, c'est la chaleur retardée. Alors, on termine cette séance par un bilan du chapitre et de l'unité. Alors, le bilan, c'est l'utilisation de l'ATP à différentes voies de sa régénération au niveau de la fibre musculaire. D'accord? Alors, dans le schéma ici, vous voyez que au niveau de la fibre musculaire, on peut passer de l'état contracté à l'état relâché, d'accord, par consommation de quoi? Consommation de l'ATP. Alors, cet ATP consommé est peut-être régénéré par trois voies. D'accord? Alors, on a ici l'ATP qui est une énergie chimique, va être converti en énergie mécanique qui est la contraction de quoi? La contraction du sarcomère. L'ATP est régénéré par trois voies qui sont colorées en trois couleurs. Le bleu, c'est pour la voie rapide, alactique. Et en jaune, c'est la voie anaérobique, lactique. Et en orange, c'est la voie
aérobie, c'est la respiration. Donc, la régénération de l'ATP, vous voyez ici, ATP, 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 les différentes voies de l'ATP, donc, ils sont tous utilisés par le sarcomère lors de sa contraction. Alors, ça, c'est pour le bilan du chapitre 2. Alors, terminons cette séance par le bilan de quoi? De l'unité. Alors, cette unité, on a parlé de la production que la matière organique qui circule dans le sang, d'accord, qui circulent dans le sang, ce qui sont les glucides, les lipides et les protéines, sont amenés jusqu'à la cellule. Et on a pris comme exemple de métabolites énergétiques les glucides, et précisément le glucose. Alors, ce sont tous des métabolites énergétiques, mais on a pris l'exemple des glucides comme métabolites en excellence pour l'organisme. Alors, une fois à l'intérieur, alors ces métabolites sont dégradés, soit par la voie de respiration, soit par la voie de fermentation. Alors, ces deux voies permettent de produire l'ATP. D'accord? Alors, cet ATP, au niveau du muscle, alors ça c'est pour le deuxième chapitre, ça c'est pour le premier chapitre. En deuxième chapitre, on a vu que l'ATP, il est utilisé par les activités cellulaires et parmi eux, le muscle. Alors, on peut utiliser l'ATP dans les synthèses cellulaires, comme on peut les utiliser dans le transport actif, comme on a vu au niveau de réticulum sarcoplasmique. On a vu que le réticulum sarcoplasmique peut repomper le calcium en utilisant de l'ATP. Donc, mais on a pris le chapitre 2 pour voir la conversion, parce que l'organe consommateur d'ATP par excellence, c'est le muscle. Et on a vu que le muscle peut convertir l'énergie chimique contenue dans l'ATP en énergie mécanique. Alors, en faisant une relecture de ce bilan, alors, il y a conversion de l'énergie chimique contenue dans le métabolite énergétique, c'est le glucose, en énergie chimique contenue dans l'ATP, et ensuite, on peut convertir l'ATP, l'énergie contenue dans l'ATP, en énergie mécanique. Alors, j'espère que j'étais clair concernant cette séance. Alors, en attendant la séance prochaine, essayez de réviser vos leçons et à bientôt.